sur Europe 1, 16h32. On va revenir sur cette affaire de Doualem. Alors, je connaissais pas du tout ce Gugus. Donc, c'est un... On l'a découvert il y a un mois maintenant, parce qu'on suit ses aventures. Vous savez, c'est Doualem en Algérie, Doualem en centre de rétention administrative, puis Doualem dans la nature, Doualem sans OQTF. Doualem qui appelle à des violences, Doualem, voilà. Tout simplement. Alors, j'ai vu que ce matin sur France Info, un des avocats de Doualem a déclaré: nous dénonçons une rétention illégale depuis le 29 janvier dernier et saluons une décision logique qui y met un terme. C'était une sanction de la précipitation des autorités administratives. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Gauthier Lemoine? Il est dans son rôle. Bien sûr. L'avocat est dans son rôle. Il dit que Doualem ne représente pas une réelle menace. Il n'y a pas d'intention de tuer, d'appel au meurtre ou d'appel à la torture. Il a eu des propos sur lesquels il devra s'expliquer. C'est magnifique. Il fait son rôle. Moi, j'ai plutôt une question sur les juges. Parce que j'entends bien qu'il faut changer la loi, que le juge se base sur la loi et que la loi lui permet de libérer Doualem. Mais un juge, c'est pas un robot. Et par définition, la loi, quand on l'applique, on fait aussi un arbitrage. Et le même juge pouvait prendre avec la même loi une décision contraire. C'est-à-dire le laisser en centre de rétention administrative, le laisser sous OQTF et précédemment le laisser avec son avis d'expulsion. Donc, il y a quand même aussi un sujet de juge. Je suis désolé, changeons la loi très bien, mais peut-être aussi changeons certains juges. Quand je vois quand même que dans la même journée, à 24 heures d'intervalle, excusez-moi, je le dis parce que ça m'énerve profondément, que Doualem est dans la nature, sans OQTF, et va où il veut, et qu'on pose un bracelet électronique en même temps à un ancien président de la République, je me dis qu'il y a quand même un problème avec la justice dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est ultra sévère avec un ancien président de la République qu'on écoute quand il est au téléphone avec son avocat, ce qui va sûrement être dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc pour ça, on est très sévère et on met un ancien... C'est vrai que vous avez raison quand même. Le parallèle est incroyable. Mais voilà, c'est absolument à 24 heures d'intervalle. À 24 heures d'intervalle, on voit quand même... Non mais c'est vrai que vous avez raison de le dire, ça. C'est quand même fou. À 24 heures d'intervalle, on a Nicolas Sarkozy pour une affaire d'écoute qui ne devait pas... avec son avocat. Exactement. Donc, sur une intention. Exactement. Sur une intention. Avec son avocat, t'as tout dit déjà. De toute façon, ils vont se faire retoquer. Cour européenne des droits de l'homme, oui. Mais en attendant, il a son bracelet électronique, Nicolas Sarkozy. Et Doualem, il n'a pas de bracelet électronique. Il est tranquille, là, il est en train Il est dans la nature, avec 1200 € dans sa poche. Exactement. Ça me rend dingue. Je peux le dire, ça me rend dingue. Ça rend dingue tout le monde, et je pense que ça rend dingue les auditeurs d'Europe 1. 01 80 20 39 21, c'est oui. Et donc Gauthier a raison, effectivement, comme Monsieur Boton nous avait dit la semaine dernière, et Dieu sait que c'était absolument passionnant tout ce qu'il nous disait, que la justice n'était pas politisée. Enfin moi, pardonnez-moi, mais tout ce qu'on peut commenter depuis des années maintenant, à la télé en particulier, ou ce qu'on peut voir, évidemment qu'on a une justice qui est complètement politisée et que évidemment que c'est aussi une décision politique contre M. Retailleau et contre une tentative de faire de l'ordre aujourd'hui par rapport à ces OQTF et par rapport à ces sorties de route. Il y a un mec qui veut faire bouger les choses, qui se bouge, qui travaille, qui essaie de mettre un petit peu d'ordre dans ce pays. Et il y a un tas de mecs autour qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues et qui veulent pas que ça avance. Quand je vous le dis... Mais les corps intermédiaires, on a une justice à l'extrême gauche, les syndicats, tout ça, et on va avoir un problème. Si vous faites le prochain président, s'il ne fait pas un énorme ménage, ça va être catastrophique. Mais quand je vous dis un énorme ménage... Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé entre les deux tours des législatives anticipées, la dissolution de l'Assemblée. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, moi. C'est qu'ils ont tous vu le RN passer. Ils ont tous vu le RN, Jordan Bardella, Premier ministre, et ils se sont dit, eux, ils n'ont pas d'amis. Eux, ils sont pas dans les rouages depuis des années, donc ils n'ont pas d'amis. Donc ils vont shooter tout le monde, je te le dis. Donc ils vont shooter tout le monde. Donc tous les petits avantages qu'on avait, droite, gauche, centre, on est rôtis. Les mecs, on est rôtis. Donc là, ils se sont tous mis une pile. Ils se sont tous dit, les mecs, la réunion là, les mecs, il faut tout au feu. Voilà. Donc les mecs, on fait tout pour faire un barrage. Parce que eux, s'ils arrivent au pouvoir, on est mort. Parce que c'est terminé. Il n'y a pas de petit arrangement, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de trucs. Et en vrai, c'est ce qui s'est passé. On l'a vu. Oui, mais c'est une sorte de mafia. On va pas se raconter des histoires. Oui, mais sauf que Cyril, moi, j'ai jamais voté pour le Rassemblement national. Vous le savez, je l'ai souvent dit. Oui. Mais si le Rassemblement national devait passer, et tous les signaux qu'on donne aujourd'hui aux Français, tout ce que tu dis, Thomas, donne envie, mais vraiment aux gens. Thomas, c'est un agent électoral pour le RN. Vraiment, mais qui était vraiment le meilleur. T'es vraiment le meilleur RP du RN. Vraiment. Dès que tu l'ouvres, c'est des votes en plus. T'es vraiment un aspirateur à RN. Et Retailleau, c'est l'antithèse. Retailleau, c'est le pire ennemi du RN, parce que plus il parle et plus il agit,
plus il fait perdre potentiellement des voix au RN. Sauf que si le RN passe, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Et sauf que si le RN passe, en fait, moi, je suis pas sûr que ça change, parce que globalement, les juges resteront de gauche ou d'extrême gauche et encore plus opposés au pouvoir en place. Oui, mais ce qu'il faudrait, c'est ce que je vous ai dit, ce qu'il faudrait, c'est un Donald Trump en France. On ne va pas se raconter l'histoire. Donald Trump, il a fait le ménage partout. Donald Trump, là, il va, c'est lui qui va. Il va faire ce qu'il veut. Alors aux États-Unis, vous savez que les juges sont soit nommés, soit élus, donc c'est bien différent. À la Cour suprême, il a nommé beaucoup de juges pro-Trump dans son premier mandat. Et là, évidemment, ça fonctionne malheureusement ou heureusement, mais il faut pas de la même manière en France. Il faut changer beaucoup de choses ici. Et je voulais avoir votre sentiment. Est-ce que vous pensez que M. Retailleau doit rester éternellement? Parce qu'il va faire des punchlines. On va en parler tout à l'heure. Il va faire des punchlines exceptionnelles, mais ça devient périlleux. On va en parler tout à l'heure. Regardez, Bruno Retailleau, d'ailleurs, il est en télé hier. Il a expliqué pourquoi il avait tant de mal à expulser le Doualem. Écoutez. Écoutez, je laisse aux Français, aux Françaises, le soin de porter une appréciation. Ce que je constate, moi, c'est qu'encore une fois, on a bâti un échafaudage juridique qui désarme l'État régalien. Moi, ce que je veux, c'est préserver la société, la communauté nationale des individus les plus dangereux. Or, un individu qui n'est pas un national, lui est algérien, qui est condamné à de multiples reprises, qui s'en prend à d'autres personnes sur le sol français, il n'a rien à voir en France. Il faut bien sûr l'expulser. Et de ce point de vue-là, nous poursuivons la procédure qui doit nous conduire à l'expulsion. Et pour moi, il n'y a même pas de débat, c'est dehors. Qui ne peut pas être d'accord ? C'est dehors. Il n'a rien à faire ici. C'est dehors. C'est dehors. Donc, tant que je vous le dis actuellement, voilà, il faut, les mecs, il y a tout à revoir. Parce que je vais vous dire, il ne faut pas mettre tant d'espoir que ça dans 2027. Hein. Parce que comme l'a dit Géraldine Maillet, je vais vous dire, les mecs à gauche resteront toujours à gauche, les juges seront toujours à gauche. Encore plus, ça va encore plus se radicaliser et se tendre. Vous savez, quand vous avez vu que si Jordan Bardella était Premier ministre, vous avez vu, il y a même des mecs, des syndicats qui disaient « Ah bah non, il n'y aura plus de métro ». Ils veulent jouer aux résistants. Exactement. Ils veulent jouer aux Jean Moulin au chaos. En carton-pâte. Ah oui. Donc, bien sûr. Vous voulez un nouvel exemple de contre-pouvoir alors évidemment, le Conseil constitutionnel. Hier, l'Assemblée nationale a voté la restriction du droit du sol à Mayotte. À Mayotte, je rappelle que plus de la moitié de la population est étrangère, en provenance notamment des Comores. Vous savez pourquoi on vote la restriction et non la suppression ? Parce que si on votait la suppression, le Conseil constitutionnel censurerait la suppression du droit du sol à Mayotte. Donc, il faut soit un référendum, soit changer la Constitution. C'est ce que propose Gérald Darmanin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, où il dit que naître en France ne doit plus donner l'automaticité à la nationalité française à l'âge de 18 ans. Donc, on a tout le temps des contre-pouvoirs qui freinent l'action aussi des ministres régaliens qui veulent aller un peu plus à droite. Alors, j'ai une auditrice très sympathique, une auditrice qui nous écoute tous les jours, qui est formidable, qui nous dit ce qui ferait bouger les lignes pour les juges, c'est dégommer le syndicat de la magistrature, trop politisé, qui pèse sur l'institution, et surtout instaurer la responsabilité des magistrats pour leurs décisions. Et ça, c'est vrai qu'elle n'a pas tort, parce que c'est un des seuls métiers où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eux, ils n'ont jamais de sanction. Un médecin, quand il fait une erreur, il y a le Conseil de l'ordre qui va le rattraper. Pareil pour les avocats. Pareil pour la police. Exactement. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Même pour les animateurs. Oui, j'espère pour le juge qui a libéré Doualem qu'il ne va rien faire dans les prochaines semaines. Hein. Non, mais vous avez entendu, bien sûr, vous avez entendu ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette auditrice ? Il faut évidemment. Je ne comprends pas pourquoi les juges sont la seule corporation de France qui ne doivent pas rendre des comptes. Les policiers doivent rendre des comptes de manière très régulière. Pourquoi les juges ne devraient pas rendre des comptes ? C'est la seule profession, les JAP, les juges d'application des peines, qui ont ressorti souvent des hommes violeurs, tueurs avant la fin de la peine et qui récidivent dans 76% des cas. Il n'y a aucune responsabilité des juges. C'est la seule profession, et vous l'avez dit Cyril, la seule profession qui n'a pas de compte à rendre vis-à-vis d'un supérieur, peu importe, ou d'un pays, tout simplement. Est-ce que vous voulez vous énerver un peu ? On va faire réagir Thomas là-dessus. C'est toujours sympa. Je vais boire frais. Ça nous booste. Vous avez des sacs à vomi vos tablettes. Merci. Allez-y Thomas. Plusieurs choses. D'abord, l'idée que la justice soit laxiste est un gros préjugé, c'est-à-dire que c'est faux.
La justice, elle prononce... Il vit dans quel monde? Non, effectivement, elle n'est pas laxiste avec les anciens présidents. La justice, elle prononce un demi-million de condamnations chaque année, ce qui n'est pas dégueulasse quand même comme volume. Ouais. D'abord, premier point. Parce qu'on a souvent l'impression que la justice ne condamne pas. Non, mais c'est des chiffres publics, vérifiables. Un demi-million de condamnations par an. J'appelle pas ça une justice laxiste. Elle n'était pas laxiste avec le tueur de Philippines? D'autre part, en revanche... Elle n'était pas laxiste avec Doualem? Non, mais je veux bien qu'on... en revanche, il y a un problème qui se pose. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'abord, il y a un problème qui est structurel en France, quels que soient les domaines, y compris dans la justice. Et donc ça, je pense que c'est un... Elle n'était pas laxiste avec les tueurs d'Elias? Tu peux me laisser finir. Si elle était laxiste. Bon, vas-y, non mais vas-y, continue. Je pose des questions. Non mais vas-y, je pose des questions. Non mais vas-y, je pose des questions. Je pose des questions. Non mais vas-y, on vous pose une question. Est-ce qu'elle n'est pas été laxiste avec les tueurs d'Elias, avec Philippe? Non mais j'étais en train d'essayer d'expliquer quelque chose qui est que la justice, en France, elle a un énorme problème qui se pose dans tout le pays d'ailleurs, qui est celui de la surabondance de normes. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles les OQTF sont annulées, ça a été cité par Bruno Retailleau lui-même, il parle d'un échafaudage juridique qui fait qu'on se retrouve avec des dysfonctionnements dans tous les sens. C'est vrai pour le code des impôts, c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour le code de procédure pénale dont tous les flics de France se plaignent. On a un pays qui est en train d'étouffer sous les normes. Et ce problème-là n'est pas sous les radars. Personne ne change. Parce que il y a une énorme résistance et là-dessus, c'est un sujet sur lequel d'ailleurs je suis totalement d'accord avec Elon Musk, c'est qu'il s'est lancé dans un vaste programme de défonçage, il n'y a pas d'autre mot, de l'excès de bureaucratie et de l'excès de normes. Ouais. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Depuis l'an 2000, on a un code des impôts qui a, en 2024, alors je vous parle, 2 fois plus de mots. Le nombre de mots. Le problème, c'est le nombre de mots. L'inflation de complexité. Et c'est pareil pour la justice. Non mais Thomas, t'es bien mignon. C'est le nombre de mots. La responsabilité des juges, elle est où? Les juges responsables, je veux bien que les juges soient responsables. Mais attends, auprès de qui? Du peuple français, parce qu'on est censé... Non. Tu veux les élire, je suis d'accord. Non, on est censé rendre la justice... Je suis d'accord. On est censé rendre la justice au nom du peuple français. Tu veux élire les juges, je suis d'accord. Tu veux que les juges soient responsables devant tel ou tel ministre, je peux pas être d'accord, c'est totalement contraire. Il y a seulement 20% du quantum de la peine qui est appliqué aux personnes condamnées. 20%. Quant à la question du Conseil supérieur de la magistrature, je vous rappelle que c'est une formation qui est censée avoir des pouvoirs disciplinaires. Mais il y a un entre-soi, effectivement, qui fait que ça n'est pas appliqué. Ça devrait l'être. Mais Thomas, en fait, tu fais de la rhétorique. Non, pas du tout. Exactement. Mais c'est peut-être que tu es très brillant, peut-être que tu sais beaucoup plus que moi. Il n'y a pas de problème avec ça, mais tu fais de la rhétorique. Et la rhétorique, en fait, moi, je te perds. En fait, ce que tu me dis, la surabondance des normes et la bureaucratie. Le nombre de mots. Je suis complètement d'accord avec toi. Monsieur Retailleau l'a dit. Mais sauf que pourquoi la bureaucratie et pourquoi la surabondance des normes, elle ne marche pas pour... Enfin, plus exactement, elle va favoriser ceux qui ont des OQTF et pas Nicolas Sarkozy. Pourquoi c'est toujours dans un sens, Exactement. En fait? Parce que... Donc ça veut dire qu'elle est idéologisée. Pourquoi la bureaucratie, c'est que d'un côté? Parce qu'il y a un acharnement du corps des magistrats, du siège, c'est-à-dire les juges, contre Nicolas Sarkozy, pour le finir à coups de pelle par tous les moyens possibles, parce qu'il y a eu une lutte à mort entre Nicolas Sarkozy et les juges sont en train d'essayer de finir Nicolas Sarkozy par tous les moyens. Donc c'est de l'idéologie, donc c'est de la politique. Je pense que c'est un scandale, et j'ai toujours pensé que c'était un scandale, et je pense la même chose de l'affaire Fillon, qui a faussé le résultat de la présidentielle de 2017. Donc la justice est politique. Donc tu as fait un contre ton camp. Non, il se trouve que quand je pense quelque chose qui est contraire à mon orientation habituelle, je le dis quand même par honnêteté intellectuelle, c'est pas la même chose. Oh, pas fort. On a des leçons là, c'est magnifique. Non, t'as des grandes phrases, Thomas. Moi, j'ai des exemples. Déjà, il y a un chiffre 20% du quantum de la peine est appliqué seulement aux personnes condamnées. 20% du quantum de la peine. C'est-à-dire qu'il y a la loi avec des peines maximales et les juges, en moyenne, ils appliquent 20% de ce que la loi leur permet. Ça, c'est un premier chiffre. Ensuite, c'est normal, bien sûr, c'est normal. Ça s'appelle le principe d'individualisation de la peine, les circonstances atténuantes, etc. C'est marrant que la moyenne soit à 20%. Ça pourrait être aussi normal que la moyenne soit à 60 ou à 70%. Non, elle est à 20% de ce que la loi permet. C'est forcément inférieur à 100% puisqu'il y a le concept des circonstances atténuantes. Très bien. Logique. Non, mais c'est logique, c'est à 20%. Ça pourrait être à 80, c'est à 20. Ouais. Ensuite, il y a des exemples tous les jours dans l'actualité de laxisme judiciaire, mais tous les jours. La semaine dernière, Elias se faisait planter à la sortie de son match de foot et il était tué. Pourquoi ?
Alors là, c'est même pas de la faute des juges. Là, c'est de la faute de Nicole Belloubet et d'Éric Dupond-Moretti, cette fameuse loi qui s'appelle la césure, qui est une honte absolue. C'est-à-dire que tu juges un mineur en novembre et tu lui donnes sa peine en juin. Et donc si c'est une belle idée, ça. C'est une très belle idée. Ça a été fait en 2021. Hein, donc on connaissait déjà le problème de la violence des mineurs. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait il y a 20 ans. Ça a été fait il y a 4 ans, même pas. Donc c'est-à-dire on vous juge dans un premier temps, on vous donne votre peine dans un second. Et pas de chance pour la famille d'Elias et pour Elias lui-même. Donc ces tueurs étaient en liberté alors qu'ils avaient déjà commis un vol avec violence. Ils avaient été condamnés pour ça, mais ils connaissaient pas leur peine. Ils devaient la connaître en juin. Je peux te répondre là-dessus ou pas sur l'affaire Elias? Parce qu'il se trouve que Cyril et Géraldine le savent. S'il y a un sujet sur lequel j'ai plutôt tendance à être sur une ligne dure, c'est ce genre de questions. Et donc je vais rappeler simplement la position que j'ai exprimée sur d'autres plateaux. C'est que je pense qu'il faut remettre en cause l'excuse de minorité et qu'elle ne doit être possible que pour des jeunes qui ont 14 ans et non pas 16 ans. Ça veut dire que si on applique ce que moi je pense, les deux coupables qui en fait ont poignardé un gosse à mort pour un portable, en fait, ils doivent pouvoir prendre le maximum qui est réservé à un adulte. Ouais. C'est ce que moi je pense. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Tu vois, du moment, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de laxisme, c'est là où j'ai une divergence majeure avec toi. L'exemple, évidemment, du tueur de Philippines le montre. C'est le ministère de l'Intérieur qui a merdé sur l'OQTF, hein, t'es au courant? Oui, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Mais il était récidiviste. Il avait déjà violé. Il avait déjà violé. Donc, excuse-moi, il y avait aussi une décision de justice. Il est sorti de prison. Il n'a même pas terminé sa peine. Donc, il est sorti de prison avec des remises de peine. Pourquoi cet homme a des remises de peine? C'est pas d'une forme de laxisme, cela? Pourquoi, alors qu'il avait déjà violé? C'est bon, les mecs, c'est pas une interview là de Thomas Guénolé. On débat, on discute. On s'en fout, on va prendre des auditeurs en ligne là. Benjamin est avec nous depuis tout à l'heure. Il voudrait réagir à prendre à Robert. Bonjour Benjamin. Rebonjour Benjamin. Rebonjour. Là, Cyril, je saigne du nez, des oreilles, des yeux. Bah oui, là, en fait, c'est grave. Déjà, si on refait le dossier de l'OQTF algérien, l'influenceur, on a du mal. On a du mal aujourd'hui. On se dit, les OQTF, on peut pas les surveiller. Alors, on se dit, on n'arrive pas à les foutre dehors, mais on n'arrive pas à les surveiller non plus. Là, on a un gars, on sait il est dangereux, on sait qu'il a des propos, et le mec, on le remet en liberté, et en plus, on lui file du fric. C'est déjà, pour les Français, c'est inaudible. On file du fric à un mec qui dit qu'il va faire des dingueries en France. Moi, je suis désolé, c'est inaudible. Ensuite, comme l'a bien rappelé Gauthier, l'excellent Gauthier. Oui, l'excellent, on est d'accord. Merci. On est d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ce pays? Depuis maintenant quelques années, on devient dingue. On a eu Thomas, on a eu Lola, on a eu Philippine, on a eu Elias, on a eu le gendarme Eric Comines qui s'est fait faucher par un mec qui avait 15 condamnations. Bien sûr. Je veux dire, moi j'ai habité aux États-Unis, Cyril, j'habitais à New York. J'étais étudiant français à New York. On n'emmène pas large. Parce qu'on sait très bien là-bas que si on fait une connerie, c'est retour avion, et si on fait une connerie trop grave, les prisons américaines... Moi, je vais vous dire la vérité, Benjamin, après vous allez dire, oui, Cyril. Moi, je trouve qu'on discute trop, en fait. On discute trop. Excusez-moi, ici. On discute trop. Ici, on discute trop. On discute. Et on tergiverse. Et on va voir. Et on refait l'histoire. Et oui, parce qu'il a fait ça, parce qu'il avait. S'excuse. On sait, oui, mais attention, on trouve toujours des excuses. Les mecs, il y a un problème, Benjamin, ici. Ça discute trop. Moi, des mecs comme ça, je vous explique, Benjamin, c'est direct, au trou. On les revoit plus. Et terminé, on les sort de la société. Vous savez, moi, c'est simple. Moi, avec moi, c'est simple. C'est ça. Non mais voilà, on va pas tergiverser 8 heures. C'est voilà, il a fait quoi lui? Bah terminé. Allez, c'est comme dans un jeu, vous savez, au Monopoly, vous respectez pas les règles, vous vous retrouvez en prison. Voilà, terminé. Bah il passe pas par la case départ, il prend pas ses 20 000 € et il ferme sa gueule. Non mais je vous le dis, mais c'est vrai. Et on va lui expliquer comment il faut se comporter en France. Voilà, parce que si il y a un tel laxisme ici on fait plus peur. Personne ne fait peur. D'ailleurs, je vais vous dire, les policiers, ils se sentent pas soutenus. La police, la gendarmerie, ils ne sont pas soutenus. Donc forcément, quand ils y vont à reculons. Ils y vont à reculons partout. Et puis ils se disent, moi j'ai de potes policiers, gendarmes qui me disent, Cyril, qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à aller chercher un mec, à prendre des risques, à peut-être mettre notre vie en jeu pour qu'il soit dehors 48 heures après. Mais on s'en fout qu'il reste dehors puisqu'il va être dehors dans 48 heures. Mais là, il y a tout à revoir en fait, Benjamin. Il y a tout à revoir. C'est sûr. Il y a quelques temps, dans ton émission TPMP, il y a Raymond qui avait dit un truc qui m'avait plu énormément. Il avait dit, il faut que les politiques, ils fassent de la politique et qu'ils arrêtent de tweeter. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois, on attend qu'il y ait un drame pour que les politiques, ils tweetent. Il y a pas très longtemps, là, j'écoutais Pascal Praud tout à l'heure, une émission en diffusion sur YouTube. J'écoutais,
il parlait d'un OQTF, je sais plus de quel pays, qui avait foncé sur des mecs, sur des flics devant une préfecture de police avec du verre brisé. Un OQTF qui attaque les policiers. Ouais. Donc en gros, là, on n'arrive pas à le foutre dehors. On a un mec qu'on sait qu'il est dangereux et on le refout dehors en lui donnant de l'argent. Mais il faut qu'on ait une justice qui soit dure, qui soit exemplaire. Il faut arrêter les tweets, il faut arrêter la demi-mesure. Moi, je suis français, j'ai des origines, voilà. Ma famille vient de... Ma grand-mère est de Madagascar, j'ai de la famille d'Espagne, je suis français, j'ai 24 ans, j'ai aucune mention à mon casier judiciaire, j'ai jamais de problème avec la police. Quand la police m'arrête, elle me contrôle. Oui monsieur, bonjour monsieur, voici mes papiers monsieur. Et ça se passe très cordialement. Donc il y a un problème. Il faut qu'on arrête de donner, et surtout, comme vous dites souvent à Gilles Verdez, oui. T'es pour les délinquants. Il faut qu'on arrête d'être pour les délinquants. Quand les gamins ils font des conneries, déjà l'excuse de minorité, ça me fait bien rire. Il y a une différence entre le mec qui a tué le pauvre Elias, le gamin de 14 ans, le mec il était connu pour vol avec violence. Qu'est-ce qu'il fout dehors, lui? Qu'est-ce qu'il fout dehors? Qu'est-ce qu'il fout dehors, lui? Qu'est-ce qu'il fout? Même à 16 ans, va au quartier des adultes, va en mandat dépôt à Villepinte, et ça va t'apprendre la vie, mon gars. Mais bien sûr, non, mais Benjamin, ça discute trop. C'est encore, il y a des associations qui vont s'en mêler, et t'as des gars qui vont s'en mêler, et t'as un truc. Écoute-moi bien, le mec, il a commis un délit, terminé, on le voit plus. On le voit plus pendant au moins 10 ans. Il va comprendre, il va être hors de la société. Voilà. Quand tu respectes pas les règles, on te sort du jeu. C'est comme ça. C'est comme sur un terrain de foot. C'est comme ça partout, Cyril. Sur un terrain de foot, tu fais une faute, on te met un avertissement. Tu fais une deuxième faute, tu sors du terrain. Allez, merci, au revoir. Allez, voilà, c'est tout. Mais dans tous les autres pays, c'est comme ça. En Australie, tu fais une connerie, tu dégages. Aux États-Unis, c'est pareil. au Canada, c'est pareil. Il y a que en France où. Mais ici, je vais vous dire, mais Benjamin, parce que ça discute trop ici. Voilà. Et Cyril, je vais te donner un exemple. Très concret. Imaginons l'inverse. Imaginons un influenceur français qui est en Algérie et qui, sur TikTok ou je sais pas quoi, il dit je vais faire des attentats en Algérie. Comment va réagir le gouvernement algérien, la justice algérienne? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mec-là? C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que nous, et surtout Thomas Guénolé, là, qui s'invente des excuses par rapport à l'histoire, au bout d'un moment, faut lâcher l'affaire. Voilà. Au bout d'un moment, il faut s'occuper des mecs qui foutent la merde en 2025, parce qu'on est en 2025. On n'est plus en 1900, je sais pas quoi. Là, faut arrêter, faut se mettre les pieds sur terre. Bien sûr. Voilà. Il faut qu'on ait une justice qui soit dure, qui soit exemplaire. Que tout soit dur. Merci Benjamin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Mais je t'en prie, merci à toi de donner la parole aux Français. Merci Benjamin, je vous fais des gros bisous et merci d'avoir été là. Merci Benjamin. On aura d'autres auditeurs en ligne dans un instant. Elle est folle quand même cette histoire. Franchement, moi elle me rend fou. C'est vraiment, ça montre l'état de la France. On a envie de rire nerveusement comme vous au début parce qu'il n'y a que ça comme réaction. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe.